Nous, on est les Pipelettes. On est une association cinéphile 15-25 sur Nantes. Et on réalise des critiques sur Instagram, les Pipelettes du Concorde. Voilà, bonjour Monsieur Bonello. De quoi avez-vous peur? D'une manière générale? Pour vous, votre fille et sa génération. Oh, la liste est longue. Le film Coma en parle, hein, de toutes ces peurs. J'ai peur. Bon, il y a les peurs basiques qu'on connaît, qu'elles soient économiques, écologistes, terroristes, etc. J'ai peur d'une forme de rupture avec la civilisation, de barbarie. Euh, j'ai peur, j'ai peur du vide parfois. Euh, et après, j'aime bien aussi avoir peur. Et comment ressentez-vous cette confusion chez les jeunes entre le réel et le fictif? Doutez-vous vous-même de connaître cette frontière? Bah, elle est assez passionnante. Bon, c'est aussi pour ça qu'on aime la fiction, le cinéma, etc. C'est que il y a cette frontière qui est constamment questionnée. Est-ce que j'en doute? Oui, parfois. Bon, après, c'est vrai que le virtuel a pris une telle importance que on ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et, ce qui le reste, ce qui va disparaître. Euh, mais en tout cas, ça c'est aussi un des sujets du film, oui. Que pensez-vous de l'évolution du cinéma de genre en France aujourd'hui? Euh, alors, le cinéma de genre, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Ça a été ma porte vers le cinéma, ça a été le genre. Euh, je pense qu'il y a deux sortes de cinéma de genre. Il y en a un qui est très divertissant, etc. Et puis il y en a un autre qui permet aux cinéastes de mettre en scène aussi leur propre peur du monde. Et donc, qui ont un certain premier degré par rapport à ça. C'est vrai que ce cinéma-là avait un peu disparu et qui revient, pas que en France d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a toute une génération de cinéastes qui repassent par le genre pour faire des films. Politique est un grand mot, mais enfin en tout cas qui questionnent le monde. Je trouve ça toujours bien, l'éclosion de certaines choses qui n'existaient pas vraiment. Après, à l'intérieur de ça, il faut faire le tri. Et puis, c'est beaucoup des jeunes cinéastes, mais je trouve ça assez intéressant. Ouais. Et du coup, quel rapport vous entretenez aux réseaux sociaux avec votre fille? Je entretiens un rapport très mesuré, c'est-à-dire que je suis pas contre, mais je suis pas obsédé. Euh, et je pense qu'avec tous ces outils, etc., euh, c'est un peu toute histoire de curseur. Les rejeter, je trouve ça un peu extrême, et se faire bouffer, je trouve ça triste. Donc tout est histoire de curseur, mais ça reste des outils. C'est-à-dire qu'avec un marteau, on peut enfin, accrocher un tableau et on peut aussi casser un vase. Euh, donc voilà, c'est pas une finalité. Et sur Coma plus précisément, vous êtes à la réalisation, à la musique, à l'écriture, à la production et un membre de votre famille est au décor. Avez-vous apprécié tout contrôler comparé à d'autres expériences que vous avez pu avoir? Alors, je crois que les Américains, ils ont deux mots pour dire réalisateur. Il y a le director et puis il y a le filmmaker. Et le filmmaker, c'est un peu quelqu'un qui touche un peu à tout. Enfin, moi, je suis plutôt de ce bord-là. Euh, Après, pour moi, en fait, faire un film, ça rassemble un peu tout ça. Euh, L'écriture, la mise en scène, mais comme je suis musicien à la base aussi, quelle musique on met, et produire, parce que la production, c'est aussi un contre-champ à la mise en scène. Le danger, et dans lequel je peux tout à fait tomber, c'est ce qu'on appelle être control freak. Voilà. Donc j'essaye de lutter contre ce démon. Et en ouverture de Coma, pourquoi avoir inséré des extraits de Nocturama? Et quels sont les liens entre ces deux films? Alors, à la base, le prologue de Coma était une commande faite par la Fondation Prada pendant le premier confinement, le plus rude, et qui demandait au cinéaste
puisque vous ne pouvez plus tourner, comment peut-on encore faire des films? En gros, c'était de faire une espèce de réflexion sur l'archive, etc., qui est assez vertigineuse. Donc j'ai décidé de me concentrer sur, de prendre mon propre film comme étant aussi une archive. Et donc voilà, c'est un film qui a une drôle d'histoire. Enfin, qui a été écrit avant les attentats, qui est sorti après, qui a été pas très bien perçu à sa sortie et qui aujourd'hui, depuis 3-4 ans, est le film dont on me parle le plus, notamment un public assez jeune, qu'il a beaucoup découvert aussi sur Netflix, parce qu'il a été acheté par Netflix. Euh, donc j'ai choisi ce film parce que il était dédié à ma fille et que j'avais décidé que ce prologue, ce serait aussi une adresse à ma fille. Après, le lien entre les deux films, j'ai envie de dire que 6 années ont passé et que voilà, en 2000, je sais plus, 15-16, je montrais une colère de jeunes qui sortaient comme ça dans la rue pour faire exploser des choses. Aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui ne sort plus de chez elle et, et qui fait presque exploser des choses dans sa tête, quoi. La multiplication des supports n'empêche-t-elle pas une compréhension de votre propos? J'ai pas l'impression. C'était le risque. Mais quand j'ai écrit, euh, la multiplication des supports m'a donné une liberté narrative, visuelle, etc. Mais après, j'ai quand même beaucoup travaillé la structure pour que il y ait quand même un fil. Je vais pas dire un fil narratif parce que c'est pas un scénario classique, mais en tout cas un fil qui fasse qu'on ne soit pas vraiment vraiment perdu. Bon, bah, ce fil, c'est le cerveau de cette jeune fille. J'ai l'impression que la phrase qui dit très tôt ne rentrait jamais dans la tête ou dans les rêves d'une jeune fille, bon, bah, on comprend très vite qu'on va y rentrer et que donc forcément, souvent dans les rêves, les choses sont éclatées. Et après, j'essaie quand même de faire des liens entre tous ces mondes qui sont créés, d'abord de manière assez autonome, puis après ils se contaminent les uns les autres et les liens se tissent de plus en plus, mais j'ai pas l'impression que ça empêche le propos. Selon vous, où se situe l'humour dans votre film? Bah, l'humour, euh, il se situe beaucoup avec les poupées, avec les Barbie, qui m'ont permis un premier degré, et qui m'ont permis des dialogues que j'aurais probablement pas pu mettre avec des acteurs incarnés, on va dire. Également avec le personnage de la youtubeuse, Patricia Coma, qui est un dispositif d'adresse à la caméra et qui permet de dire des choses frontalement, parfois complètement absurdes, parfois effrayantes, mais parfois drôles. En fait, ces deux dispositifs-là m'ont permis de traiter des choses sombres avec humour. Et quel message voulez-vous transmettre aux jeunes après 3 films consacrés à la jeunesse? Ben que je suis très conscient qu'on leur laisse pas un monde idéal et qu'on je leur fait confiance pour ne pas reproduire certaines de nos erreurs. Et donc, une suite à Coma vous semblait envisageable en juillet 2022. Est-ce que le projet vous tente toujours autant? J'y ai repensé il y a quelques jours, oui, oui, ça me tente, oui. Ça devrait s'appeler Coma Stade Terminal. Et donc, selon vous, faut-il être un jeune d'aujourd'hui pour réaliser un film sur la jeunesse d'aujourd'hui? Bah, ça, je ne crois pas trop. Moi, je ne crois pas trop à ces histoires de légitimité qui sont très, très importantes aujourd'hui. Il faut être noir pour filmer des noirs, il faut être une femme pour filmer une femme, il faut être jeune pour filmer des jeunes. Non, je ne crois pas. Je crois à la justesse du regard. Quand Eric Romer fait Les Nuits de la pleine lune, il n'a pas l'âge de ses personnages et il arrive à montrer les années 80 et cette jeunesse-là comme personne. Quand Bresson fait Le Diable, probablement, il n'a pas l'âge de ses personnages et c'est un des plus beaux films sur la jeunesse. Donc, non, ça, je crois pas à ça. Bah, du coup, c'est très bien pour nous. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et d'avoir pris le temps.